Pendant très longtemps, dans les livres d'histoire, on a appris que les Américains avaient largué une bombe à Hiroshima puis à Nagasaki pour précipiter la fin de la guerre et ainsi préserver des vies humaines. Ils vont même lancer un chiffre, 500 000 vies épargnées. C'est purement hypothétique. Ce n'est pas un fait. Ça va presque devenir un fait à force d'être asséné et d'être enseigné dans les écoles. Mais au fond, c'est une hypothèse, c'est une histoire contrefactuelle. Et qu'est-ce qui serait passé si les Américains n'avaient pas bombardé Hiroshima? Alors, il y aurait eu plein de morts et les Japonais se seraient battus bien plus longtemps. Oui, c'est possible. Mais après tout, on n'en sait rien. Que sait-on d'Hiroshima? Nous savons que dans la matinée du 6 août 1945, à 8h15 précisément, une forteresse volante américaine, surnommée Enola Gay, lança une bombe sur la 7e ville du Japon, un port militaire au sud-ouest du pays, Hiroshima. Cette bombe, d'un type nouveau, explosa à 600 mètres du sol, tua immédiatement plusieurs dizaines de milliers de personnes, et ensuite, plus lentement, beaucoup d'autres. Au total, sans doute, 140 000 victimes. Ceux qui vont mourir ce jour-là et dans les jours qui suivent ne savent pas de quoi ils meurent. Nous savons, nous, que ce qui a explosé ce jour-là à Hiroshima, ce qui a subitement fauché tant de vies, c'est une bombe atomique. Oui, ce jour-là, ça a eu lieu. Et c'est la question même de l'historien, ce que c'est que d'avoir lieu, c'est-à-dire à la fois une date et puis les coordonnées de cette date à un moment, quelque part, à Hiroshima. De ce jour, Hiroshima n'est plus un nom de lieu, mais un nom universel pour dire la peur atomique. Car la ville n'a plus d'autre histoire que celle de son anéantissement, plus d'autre mémoire qu'une frayeur à conjurer. Et dès lors se pose pour le monde entier une question propre à la modernité. Comment commémorer une catastrophe? Comment faire advenir jusqu'à nous ce qui est advenu ce jour-là? Pour comprendre ce qui a eu lieu, il faut passer au-delà des images, ou plutôt au-delà de la guerre d'images que se sont livrés Américains et Japonais. C'est cette histoire qu'il nous faut tenter de raconter, pour approcher le moment où l'humanité a pris conscience de la possibilité de sa propre fin. Le flash atomique va tuer d'un coup des milliers de personnes. Et on n'aura jamais aussi vite tué autant de monde. Mais en même temps, on n'aura jamais tué autant de monde aussi lentement. Le temps atomique, c'est ça également. C'est cette mort lente, interminable. Et au fond, je dirais que la terreur d'Hiroshima joue sur ces deux expériences du temps irréconciliables, la brutalité de l'instant et l'interminable durée d'une agonie qui, d'une certaine manière, dure encore. Avant le flash atomique, si proche de celui d'un appareil photo, affirmeront les témoins, l'histoire d'Hiroshima est d'emblée une histoire visuelle. Celle de la démonstration par l'image de la puissance nippone. En 1931, le Japon impérial et militariste s'engage dans une lutte à mort avec la Chine. L'année suivante, la ville de Hiroshima organise son premier exercice civil de lutte anti-aérienne. Le monde entier découvre alors des images d'un pays menaçant qui se prépare pour une longue guerre dont le premier théâtre d'opération est d'abord asiatique. Quand le 7 décembre 1941, les Japonais bombardent la base navale américaine de Pearl Harbor, c'est un second front qu'ils ouvrent, cette fois-ci, contre les États-Unis. Face à l'ennemi américain, l'exaltation nationaliste se nourrit d'un idéal sacrificiel
qui confine au désir de destruction. 4 ans d'une guerre terrible, cruelle. Au cours du printemps 1945, la plupart des villes japonaises deviennent la cible des bombardements américains. Un déferlement de feu particulièrement meurtrier qui atteint son paroxysme dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, lors du bombardement de Tokyo. Ce sont alors des centaines d'avions américains qui larguent 1700 tonnes de bombes incendiaires sur la ville. Comment la propagande japonaise va-t-elle s'emparer de la violence terrible du bombardement américain? Elle va mettre en scène l'empereur, dont les apparitions sont d'autant plus impressionnantes qu'elles demeurent parcimonieuses. L'empereur va donc se rendre sur les lieux bombardés. Mais les angles de prise de vue ne doivent rien au hasard. L'image laisse hors champ les dévastations qui pourraient traumatiser la population. Il s'agit juste de montrer le calme et le sang-froid du pouvoir. La légende de la photo va alors jusqu'à spécifier que les habitants se sont réfugiés dans les abris prévus à cet effet. En réalité, les bombardements de Tokyo ont fait 100 000 morts. Mais revenons quelque peu en arrière, loin des propagandes de guerre. Car les prémices du bombardement d'Hiroshima se sont d'abord écrites dans le plus grand secret. Le 9 octobre 1941, 2 mois avant l'attaque surprise de Pearl Harbor, le président Roosevelt décide de lancer un gigantesque programme scientifique, militaire et industriel dont le nom de code est Manhattan Project. Ce qu'il y a de plus dérangeant dans cette histoire, c'est que la bombe d'Hiroshima, c'est d'une certaine manière non seulement une prouesse technologique, mais une révolution scientifique, puisque c'est d'ailleurs la pointe acérée d'une longue histoire qui est celle glorieuse de la physique nucléaire. Dès 1939, Einstein avait averti le président américain que les travaux sur la réaction en chaîne à partir de la fission de l'atome permettaient théoriquement d'élaborer une bombe meurtrière d'un type nouveau. Chacun la cherche. Les Allemands, bien entendu, autour du physicien Heisenberg, les Soviétiques et les Japonais également. L'avance américaine est d'abord organisationnelle. Pour faire travailler 140 000 personnes ensemble et en secret, dans une vingtaine de lieux différents, à la fois universitaires, industriels et militaires, en Angleterre, au Canada et aux États-Unis, les Américains conçoivent de nouveaux systèmes de communication à distance qui préfigurent notre Internet. Voici pourquoi, selon un terrible paradoxe, la bombe d'Hiroshima porte aussi un imaginaire de la prouesse technologique, quelque chose comme le triomphe de la raison, que les Américains exaltèrent dès 1945. $2 billion went into research and plants, such as this one at Richland, Washington. One of the world's most closely guarded secrets, the atomic bomb process was developed in widely separated areas. Even the thousands of men and women working on the project had no idea of the staggering energy they were to release. L'enjeu de la bombe est économique, scientifique, mais aussi éminemment politique. La guerre en Europe se termine en mai 1945. Un nouvel ordre mondial se dessine et, face aux Soviétiques, les Américains doivent manifester leur puissance. La bombe, qui aurait pu être utilisée contre les Allemands, va donc trouver sa cible, l'ennemi japonais. Certains historiens expliquent aujourd'hui ce choix par une vision raciste du monde, qui rejette les Japonais dans l'animalité. Truman n'a-t-il pas dit « les Japonais sont des bêtes » ? C'est une vieille histoire qui se rejoue. Déjà en 1919, lors de l'élaboration des statuts de la Société des Nations, les Américains avaient refusé de reconnaître le principe d'égalité des races proposé par les Japonais. Si on prend la mesure des intérêts qui sont en jeu dans le Manhattan Project, vu du côté américain aussi terrible que ce point de vue puisse moralement nous coûter, les Américains ne peuvent pas ne pas expérimenter ce qu'ils viennent de mettre au point, c'est-à-dire non pas une, mais 2 bombes. 2 bombes à partir de 2 matières fissiles différentes. L'uranium-235,
utilisé le 6 août 1945 au-dessus d'Hiroshima, et le plutonium-239 largué sur Nagasaki le 9 août. 2 machines à tuer affublées de surnoms enfantins, Little Boy et Fat Man. Tout cela nécessite des tests grandeur nature. 3 semaines avant Hiroshima, un essai dont le nom de code est Trinity a lieu au Nouveau-Mexique. Et déjà des caméras sont là, placées en différents points du désert. L'essai est concluant. Le président Truman, qui vient de succéder à Roosevelt, décide donc que la première bombe atomique de l'histoire de l'humanité explosera au-dessus d'un site stratégique qui n'a jamais été bombardé jusque-là, Hiroshima. Le pilote et les artilleurs du bombardier B-29 sont prêts. Et les Américains vont vouloir garder à toute force des traces de l'événement. Car c'est à la fois un fait de guerre et une expérience scientifique. Michael Luken s'est fait l'historien de cette entreprise de documentation de la catastrophe. Les Américains avaient, parallèlement à leur énorme entreprise de destruction, le projet de documenter ça, à la fois dans une perspective scientifique, probablement aussi dans une perspective d'information et de propagande, et des caméras extrêmement perfectionnées parce que, naturellement, pour saisir une explosion pareille, il faut du matériel très très sophistiqué. Mais les caméras ne marchent pas, ne fonctionnent pas, et il n'y a pas de films qui ont été réalisés à Hiroshima avec ces caméras embarquées très perfectionnées. Le bombardier qui transporte l'arme la plus moderne du monde ne va donc pas pouvoir ramener d'images filmées de son exploit. En revanche, un des artilleurs de l'Enola Gay, George Caron, réussit à prendre quelques photos à la volée. De retour à la base, il développe les négatifs. Là, sur la table lumineuse, le stupéfiant nuage atomique apparut pour la première fois, témoignera-t-il. 3 jours plus tard, les images prises à Nagasaki seront plus nettes. On retrouve ces plans dans The Atom Strikes, un document américain qui assume sans vergogne d'utiliser des images de l'explosion de Nagasaki pour évoquer Hiroshima. 21 days after the New Mexico experiment, a B-29 was over Hiroshima carrying an atomic bomb. At 8:15 in the morning of August 6th, Japanese time, the first atomic bomb struck an enemy target. La mémoire visuelle d'Hiroshima, c'est un montage. Au sens propre, c'est un montage. Parce que les images qu'on attendait, on ne les a pas. Il y a des images inattendues, il y en a d'autres qui ne sont pas exactement celles d'Hiroshima, mais qu'on va prendre pour des images d'Hiroshima. On va faire, oui, un montage pour donner à voir au monde et à la postérité un événement qui, tel quel, ne s'est pas exactement déroulé comme on le voit aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, le grand panache blanc du champignon atomique, celui qui deviendra l'icône même de l'apocalypse, est en fait le film des essais du Nouveau-Mexique. Ces catastrophes, elles ont un côté extraordinairement visuel, qui a été utilisé jusqu'à la corde, tant par les Américains que par les Japonais. Les panaches de fumée, évidemment, montraient cela fort bien, parce que d'un côté, elles montraient une puissance. Ils sont blancs, ces panaches sont blancs, je crois que c'est important de le signaler. Ce n'est pas la même chose si on avait eu des choses noires ou sombres ou du feu. Là, dans l'ensemble, c'est un panache de fumée blanche. Et puis, bien sûr, ça occulte tout ce qui se passe en dessous, les destructions et les morts. Il y a évidemment autre chose qui me semble encore plus spectaculaire, c'est la question de ces fameuses ombres portées. Quand le flash arrive, le flash décolore l'ensemble des surfaces, sauf là où une ombre fait écran. Shadows of the posts on Yorozoyo Bridge indicate the direction of the explosion.
Outlined in the surface of the bridge is the shadow of a pedestrian which tells its own meaningful story. Il y a là un imaginaire qui s'est mis en place en 1945, qui va, je crois, rester très longtemps et qui, me semble-t-il, dure encore dans l'état-major américain. Cette idée que le bombardement de haut, avec une technologie très puissante, remarquable, fine, aseptise la guerre, la rend acceptable, la neutralise d'une certaine manière au regard des gens. Au fond, le plus frappant, lorsqu'on met bout à bout les images américaines qui restent, celles qui ont survécu à la grande entreprise de tri et de censure, c'est que ceux qui manquent, ce sont les morts. Et du côté japonais également, on montre des décombres, des blessés, on montre surtout la résilience du peuple japonais et la cruauté des Américains. Mais la mort, elle, demeure invisible. Seules quelques photos passeront à travers ce filtre et montreront explicitement des cadavres. Comment vit-on aujourd'hui à Hiroshima, avec ces corps absents? Comment s'accommoder de leurs ombres? Les ombres que le flash atomique projetait sur les murs se sont aujourd'hui effacées, comme ont disparu les marques que les radiations imprimaient sur la peau. Hiroshima est aujourd'hui une ville claire, ouverte, paisible, où les rues sont plus larges qu'ailleurs au Japon, une ville qui souhaite rendre visible l'espoir d'une paix universelle dans un monde démilitarisé. Seules quelques traces y jalonnent, de proche en proche, des parcours de mémoire. Ici, des plaques commémoratives rappellent qu'il y eut des ruines avant la reconstruction et une ville avant les ruines. Plus loin, les arbres ayant survécu aux radiations sont entourés de soins méticuleux, comme pour ralentir l'oubli. Car la ville s'enroule aussi autour d'une absence. L'espace vide est comme recueilli de son souvenir. Là vient se loger le mémorial de la paix, ouvert 10 ans après la catastrophe. À la tête du musée, M. Shiga, dont la mère a été irradiée le 6 août 1945. De mon point de vue, moi qui ai grandi dans une famille d'Ibakusha, de survivants, la mémoire n'était pas encore une question. Ma génération était plutôt dans le deuil. Puis, une cinquantaine d'années après la guerre, la question de la mémoire a émergé. Ce qui est compliqué, c'est de déterminer comment les habitants d'Hiroshima doivent transmettre le souvenir. À vrai dire, en tant que père, j'ai du mal à me positionner vis-à-vis de mes enfants. J'ai des mots pour en parler officiellement. En tant que directeur, il faut transmettre le souvenir. Mais personnellement, je suis toujours tenté de rompre avec le souvenir. On m'appelle la deuxième génération d'Ibakusha, de survivants. Mais est-ce que je veux que mes enfants soient la troisième génération? J'ai du mal à répondre. À l'origine du musée, il y eut ce geste universel et fondateur de collecte. Ce geste si simple et si essentiel qui consiste à ramasser au sens propre des objets après la catastrophe. Donc aujourd'hui, on voit un musée qui est un musée d'objets, qui n'est dans notre compréhension d'occidental pas exactement un musée d'histoire, c'est-à-dire où on comprend que, au fond, mettre en contexte l'événement lui-même n'est pas l'objet de la visite. Et on va dans ce musée, encore 70 ans plus tard, non pour comprendre, mais pour se recueillir. Ce musée, c'est certainement pas le grand récit de la guerre. C'est pas un problème de guerre. C'est
pas la question de la guerre du Japon contre l'Amérique. C'est pas ça qui est en jeu à Hiroshima. C'est le fait que Hiroshima est la première ville à avoir subi le feu atomique. En ce sens, ce qui fait date à Hiroshima est à la fois un événement monstre et un événement monde. Que se passe-t-il ailleurs qu'à Hiroshima le 6 août 1945? La question de la guerre de sens. Le monde entier a rendez-vous ce jour-là à Hiroshima. Mais si le retentissement du bombardement japonais est immédiatement mondial, il n'est pas tout à fait perçu comme on pourrait le croire aujourd'hui. Le journal français Le Monde titre le 8 août 1945 une révolution scientifique. Et Albert Camus était bien seul lorsqu'il écrivait dans Combat, je cite, « La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie ». Car pour tous, ce qui se profilait alors était la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle s'était achevée 3 mois plus tôt, le 8 mai 1945, en Europe. Elle allait bientôt se terminer dans le Pacifique. Est-ce que Hiroshima, c'est la fin de la guerre? C'est ce qu'on apprend à l'école. C'est d'une certaine manière ce qu'on a fini par admettre. Mais si on fait l'effort qui est l'effort de tout historien, c'est-à-dire de se mettre à un moment, le 6 août, en tentant de faire comme si on ne savait pas la suite. Et on ne connaissait pas non seulement Nagasaki, mais même la reddition ensuite du Japon. La guerre n'est pas terminée. La guerre ne s'achève pas le 6 août 1945. Tout s'accélère pourtant. L'URSS déclare la guerre au Japon le 8 août, et le lendemain, les Américains bombardent Nagasaki. Mais que se serait-il passé si Hiroshima et Nagasaki n'avaient pas eu lieu? L'histoire contrefactuelle a mauvaise presse, mais après tout, l'administration américaine s'y est bien essayée, et avec succès, en imposant au monde entier l'idée que les 2 bombardements atomiques auraient précipité la fin de la guerre et ainsi épargné des vies humaines. L'ouverture des archives américaines dans les années 1980 a même révélé que l'argument des 500 000 morts évités était d'emblée imaginé comme une justification de la décision américaine de bombarder Hiroshima et Nagasaki. En réalité, c'est la menace russe d'envahir le Japon et de destituer l'empereur qui va accélérer la fin du conflit, tout autant que l'explosion des bombes atomiques. L'empereur Hirohito, contre une partie de son état-major, décide donc d'arrêter la guerre et, le 15 août 1945, il s'adresse à la nation. Il évoque, de manière encore vague, les destructions d'une bombe nouvelle particulièrement meurtrière. C'est la fin de la guerre. Et les conditions mêmes de la reddition sont signées le 2 septembre sur le porte-avions Missouri. Les Américains ne perdront pas une image de l'humiliation de l'ennemi, filmée sous tous les angles possibles. La guerre est terminée, mais elle n'est pas finie. On meurt encore à Hiroshima des effets retardés de la radiation. Quand l'histoire fait date, ce sont les corps qui l'enregistrent, qui en souffrent longtemps. Ça a eu lieu. À Hiroshima, le 6 août 1945, à 8h15, l'horloge s'est arrêtée. Celle du mémorial de la paix tourne encore et mesure le temps qui s'écoule depuis le dernier essai nucléaire atmosphérique. Depuis que nos vies sont entrées dans l'ère du nucléaire civil, Hiroshima se rappelle régulièrement à notre souvenir. Des images terrifiantes. Terrifiantes parce qu'elles disent l'absence, nous ramènent sans cesse à cette date du 6 août 1945. L'histoire de l'humanité ne peut s'empêcher de se retourner sur Hiroshima comme on se retourne vers un spectre qui revient. Dernière catastrophe en date, Fukushima nomme cette hantise. À Fukushima, ce qui est en jeu, c'est cette forme d'arrogance technique du nucléaire civil qui est dédaigneux, au fond, des conditions géographiques de son implantation, et aussi de cette hyperbole apocalyptique qui veut que, au fond,
au Japon, il y ait une certaine pensée de la catastrophe et d'une catastrophe lente à venir, d'une catastrophe qui est toujours devant nous, une catastrophe qui, au fond, est celle que l'histoire ne cesse de projeter au-devant d'elle-même. C'est pas seulement que ça a eu lieu, c'est qu'on comprend que ça pourrait encore, d'une autre façon, avoir lieu.